Bah, depuis le début, là. Je vais revenir. Voilà. Mais je sens que tu viens. Ouais. Ah bah oui, bah nous on arrive à pousser. Et non, il y a beaucoup en plus avant. Non, en plus, je ne vois pas, il y a un passage de c'est le moment avant de passer la non, non, il n'est pas bien. Mais après, il est parti très longtemps. Voilà. Il a fait un passage par les... Mais ça n'a pas commencé. Bonjour tout le monde, pardon. Bonjour. Pardon. Oui. Je mets ça à la poche. Ça va? Ah, pardon. Voilà, je ne vous ai pas dit bonjour. On se dit bonjour après, excusez-moi. Voilà. 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 Écoutez, merci beaucoup de votre présence ce matin à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour cette déclaration que je voulais faire dans le contexte que nous vivons. Je voudrais d'abord adresser toutes nos pensées les plus attristées, nos condoléances au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, désormais aux 8 familles qui sont en deuil, 5 Calédoniens, 6 Calédoniens, 6 Kanaks, dont 2 originaires de Canala, un originaire de Marais.
originaire de Pointe-Limiers, et un Calédonien d'origine européenne, un Kandosh bien de chez nous, de Kalangoben. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les 2 gendarmes qui sont décédés dans notre pays dans l'exercice de leur fonction. Je voudrais revenir pour redire ma tristesse pour ce jeune de Païta qui vient de nous quitter au Médipôle ce matin et dont je connais les parents qui sont issus de la grande chefferie de Païta. Je n'oublie pas les nombreux décès survenus durant cette crise faute d'avoir pu accéder aux soins vitaux. Enfin, les affrontements ont occasionné de nombreux blessés et civils et militaires. J'ai aussi une pensée pour les familles dont les maisons et les biens ont été incendiés et saccagés. Je vais aussi adresser la solidarité et le soutien du gouvernement auprès des 600 entreprises et des 7000 salariés qui ont perdu leurs emplois ou qui risquent de le perdre indirectement. Je leur rassure dans les circonstances de la mobilisation et de la volonté du gouvernement d'agir pour les aider. J'adresse nos remerciements et notre reconnaissance, notre soutien envers tous ceux qui, jours et nuits, depuis le 13 mai, se dévouent et se démènent pour protéger leurs lieux de vie et leurs biens, ceux de l'administration de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de l'État, pour porter secours, approvisionner, protéger et apporter de l'aide et des efforts précieux auprès des plus isolés, des plus démunis, des personnes âgées, des malades et tous ceux que la vie n'a pas épargnés. Je voudrais exprimer notre gratitude, notamment au personnel de santé, qui travaillent dans des conditions très difficiles et anormales pour aider notre population. Je n'oublie pas les Calédoniens bloqués à l'extérieur du pays et qui vivent difficilement cette situation, ainsi que les ressortissants étrangers qui sont encore bloqués, sans oublier nos compatriotes de Wallis et Futuna et de Polynésie française qui n'ont pu rejoindre leur pays. Je leur assure de la mobilisation du gouvernement pour apporter les solutions, ainsi qu'aux métropolitains qui doivent rentrer. Dès le début des événements du 13 mai, le gouvernement a réagi pour dénoncer les actes commis et dire qu'on ne saurait cautionner ni la violence, ni la destruction des biens et des services, tant des personnes, des familles que des entreprises et surtout des infrastructures publiques. Nous avons réitéré avec le président du Sénat coutumier notre appel à l'apaisement et au calme et à la levée des barrages pour faciliter l'approvisionnement et l'accès aux services élémentaires, notamment en matière de santé. Les membres du gouvernement en charge des différentes cellules de gestion de crise se succèdent jusque ces derniers jours pour tenir informés sur les travaux que nous menons avec tous les partenaires publics, économiques et l'État pour faire face à la situation. Je profite aussi de ces circonstances pour remercier toutes les bonnes volontés qui se sont exprimées courageusement pour appeler à la raison, à l'apaisement et au calme. Cela fait 24 jours que la Nouvelle-Calédonie vit cette crise, dont personne n'imaginait l'ampleur, les impacts douloureux et les conséquences considérables qu'elle a sur la vie quotidienne de notre population. 15 jours après la visite du président de la République le 23 mai, on s'aperçoit que le chemin d'apaisement et de désescalade convenu avec les responsables politiques de notre pays n'a pas encore abouti à un rétablissement de la situation. Je note d'ailleurs que sur le plan politique, le mouvement indépendantiste, notamment le FNKS, ou les différents partis qui le composent et au-delà, font preuve d'une gestion trop mesurée de ces événements, puisque très peu de partis politiques prennent position. Les loyalistes et les républicains, quant à eux, continuent à exceller dans une surenchère permanente dans les discours et les actions qui nourrit le climat de violence existant. Dans un tel contexte, les citoyens se sont auto-organisés dangereusement
pour se protéger, défendre leurs biens, leurs familles, leurs maisons, leurs entreprises. Dans ce contexte anxiogène, les actions de solidarité ont émergé pour faire face aux problèmes d'approvisionnement qui ont atteint un niveau de gravité dans notre pays inédit. Cette situation n'est plus tenable, car la population en est la principale victime, surtout celle qui habite dans l'intérieur, dans les tribunes, dans les quartiers les plus difficiles de l'agglomération. Cela fait 1 mois qu'une grande majorité des travailleurs n'ont plus accédé à leur lieu de travail et plus de 7000 salariés n'ont plus d'emploi suite à l'incendie et au saccage de leur routine de travail. La situation s'est tendue à un point tel que les liens construits au sein de la population qui vit dans l'agglomération depuis les années 1980 se sont distendus et les vieux démons du racisme sont réapparus. Il faut en sortir au plus vite pour ne pas verser dans un processus inéluctable vers des affrontements au sein de la population. J'appelle à la raison et à la responsabilité de chacun des groupes, des partis politiques, de toutes les forces religieuses, coutumières, etc., qui peuvent jouer un rôle pour appeler au calme et à l'apaisement. Je veux leur dire que notre pays paie aujourd'hui un lourd tribut dont l'impact humain, psychologique, familial, coutumier, économique et social est d'une nature et d'une ampleur sans aucune mesure avec ceux que notre pays a connus. Incontestablement, la loi constitutionnelle sur le corps électoral provincial décidée unilatéralement par les autorités nationales a réouvert une plaie que nous avons mis du temps à penser et à cicatriser. Ce constat est d'une tristesse affligeante, car nous n'avons cessé de dire que cette démarche était contraire à la façon dont on a travaillé depuis 1988 et que cette initiative unilatérale de l'État allait susciter des problèmes. Les événements actuels nous donnent d'autant plus raison, malheureusement, que la Nouvelle-Calédonie n'a pas eu à intervenir sur son processus d'élaboration. Or, ce sont les mêmes décisions unilatérales qui ont été prises pour le statut de Lemoine en 1984 et le statut Ponce en 1987 qui ont valu les événements difficiles de 1984 et 1988. Comme si, 35 ans après, nous n'avions rien retenu de notre propre histoire. La peur s'est emparée de la population. Elle se barricade pour se protéger. Les écoles sont fermées et l'année 2024, comme vous l'avez entendu de la part des responsables du gouvernement et de la vice-présidente, hier, va apporter des marques psychologiques indéniables. Les bâtiments publics ont été incendiés, des collèges, des écoles, etc. La confiance en nous, entre nous, envers notre pays, est profondément entamée. Les liens tissés durant ces années entre les familles de toutes les communautés du pays sont touchés. Je voudrais, avec beaucoup de respect, m'adresser au mouvement pour l'indépendance, pour lui dire avec beaucoup d'humilité que vous nous avez demandé de travailler au sein de ce gouvernement à la réformation du pays. Mais le bilan de ces événements révèle un énorme gâchis collectif qui nous rend tristes. Comme si tout ce que nous avons péniblement construit depuis 40 ans ne représentait ni ne valait rien. Je ne veux pas croire un seul instant que l'émancipation à laquelle nous travaillons depuis tant d'années se construit sur la destruction de ce que nous avons déjà réussi à réaliser. Le prix qu'on paye en vie humaine est, à mon sens, trop élevé au regard de l'objectif qui a présidé au déclenchement de ces événements. Pourtant, les manifestations pacifiques ont été des réussites d'une grande dignité et fierté. Chacun doit désormais s'interroger et méditer sur ce long bilan dont on dénomme 8 décès, plusieurs centaines de blessés de part et d'autre, et près de 1000 personnes interpellées,
et plus de 60 personnes incarcérées. Sans aucun doute, c'est dans le portage politique collectif des affaires du pays que se trouve une part importante de la responsabilité à assumer. Les responsables des partis indépendantistes se réunissent ces prochains jours pour examiner la situation. Je leur demande de s'engager à travailler auprès des entités CCAT qui sont leur émanation dans ces événements et auprès de la jeunesse en faveur d'une désescalade pour établir la paix dans notre pays. Notre pays a déjà tant souffert et beaucoup perdu. La reconstruction sera difficile, car notre pays est déjà en difficulté. Pour cela, nous avons besoin de nous mettre très vite au travail et mobiliser toutes nos forces dans la reconstruction. Les moyens financiers et humains que nous allons y consacrer seront colossaux. Une nouvelle génération de jeunes Calédoniens, en particulier la jeunesse kanak, vient de faire irruption dans le débat politique sur l'avenir. Elle a construit en quelque sorte désormais sa propre référence historique, mais au prix, on doit le dire, de la construction de nombreuses réalisations que nous avons faites et qui lui étaient destinées. Soit cette crise a révélé les insuffisances des politiques publiques engagées depuis les accords de 1988 et 1998. Certes, ces générations demandent un renouvellement des responsables politiques et autres. Et cette demande est tout à fait légitime. Nous devons les entendre dans l'exercice des responsabilités et la prise en charge à venir des affaires du pays. J'appelle cependant notre jeunesse à l'humilité et au respect devant ce lourd héritage et ce patrimoine que nous avons construit, qui a été construit par leurs parents et leurs aînés. Nous vivons en effet dans un monde qui s'impose à notre pays et à son histoire, et dont la complexité sollicite beaucoup d'abnégation et une certaine retenue. S'agissant de la loi constitutionnelle qui est à la source de ces événements, après ceux de 1984 et de 1988, comme je vous l'ai indiqué, ces événements ont rappelé que le chemin emprunté depuis 1988 ne doit être détourné en aucune façon des principes qui ont présidé à la signature des accords, au maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Il nous rappelle aussi que la construction de la Nouvelle-Calédonie de demain et du peuple de Nouvelle-Calédonie, de son vivre ensemble, ne doit aucunement être instrumentalisée pour des enjeux électoraux et de pouvoirs nationaux ou locaux. Il est en effet regrettable de voir qu'il aura fallu ces événements pour que la représentation nationale, le gouvernement central, le président de la République, prennent conscience que, comme tous les peuples de l'outre-mer français, il est impératif d'écouter la Nouvelle-Calédonie profonde, son peuple autochtone, ses communautés, eu égard à l'histoire et sa place aujourd'hui dans le Pacifique, et non comme une entité négligeable du point de vue de sa démographie. Le dédain n'a jamais fait dans nos contrées océaniennes le terreau d'une impulsion positive et créatrice. Le président de la République française, la représentation nationale, doivent désormais convenir que cette loi constitutionnelle est en contre-courant de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie depuis les accords de Matignon et Outil. Elle est inutile, car, comme pour ces deux accords historiquement loués, elle doit être partie intégrante d'un projet de société pour la Nouvelle-Calédonie qui poursuit les grands objectifs du processus de décolonisation et d'émancipation de notre pays. Elle est inutile car le corps électoral, en dépit de ces accords, était attaché à la construction du peuple de Nouvelle-Calédonie.
et de sa citoyenneté. Enfin, le corps électoral est capital car il influe sur l'élection des élus provinciaux qui sont bien enracinés, qui doivent être bien enracinés par leur appartenance à la Nouvelle-Calédonie, à cette terre de Nouvelle-Calédonie, car leur mission première est de proposer des politiques publiques au service du processus d'émancipation et de décolonisation. Ces événements ont le mérite d'avoir amené, malheureusement, cette dimension politique du sujet du corps électoral. Nous avons eu tendance à l'oublier. Cette loi constitutionnelle ne peut donc, à mon humble avis, perdurer. Le calendrier prévu n'est plus d'actualité, car le président de la République a fixé un rendez-vous lors de sa visite pour faire le point sur l'évolution de la situation du pays à fin juin 2024, pour sortir de la crise, ce qui rend improbable la tenue des élections provinciales de fin 2024 et le vote de cette loi par le Congrès de Versailles. Par ailleurs, on constate que les autorités nationales et internationales ont repris conscience de l'acuité des défis et des enjeux qui habitent l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ce qui, sur un plan national, complique une éventuelle adhésion à cette loi. Ces événements ont en quelque sorte, de mon point de vue, signifié la fin de vie de cette loi. En affirmant à Nouméa qu'il ne passera pas en force, le président de la République a lui aussi, à mot couvert, mais en responsabilité, en quelque sorte sonné son glas et son lent abandon. Au vu de l'écho que ces événements ont reçu dans l'Hexagone, dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans la région Pacifique et dans le monde, il est difficilement imaginable que le président de la République veuille encore poursuivre le processus d'adoption de cette loi. C'est pour cela que j'appelle les responsables du CCAT, ces relais locaux, la jeunesse du pays qui s'est engagée dans son sillage, à lever les barrages, les blocages et cesser toutes les exactions, même si leur mobilisation a contribué à la prise de conscience de l'acuité des problèmes des sociétés existants et de la nécessaire attention que ces problèmes exigent dans notre pays. C'est le même appel que j'ai aussi fait au président du Sénat coutumier et des 8 conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie avec qui je me suis entretenu. Mais cela ne suffira pas. Il nous faut nous mettre au travail pour reconstruire et engager les discussions afin de trouver cet accord global tant attendu sur l'avenir de notre pays. Pour y parvenir, il faut réinstaurer les conditions d'une confiance retrouvée, d'une stabilité interne et d'un climat propice pour dialoguer. À cet effet, il est important que le président de la République explicite avec plus de clarté ses intentions dans les prochains jours, en faveur d'un retrait de cette loi qui nous a fait tant de mal, pour lui substituer une loi constitutionnelle relative à un accord sur un projet politique sur le futur du pays, comme cela a été réalisé lors des accords de Matignon-Odignon et de Nouméa. La justice doit œuvrer pour qu'il y ait un traitement équitable et transparent des auteurs des exactions, des infractions de quelque côté que ce soit, notamment pour appréhender et mettre fin aux activités des groupes armés qui sévissent. Les forces de sécurité doivent faire preuve de plus de discernement dans leurs interventions et les responsables politiques doivent s'engager résolument dans les discussions approfondies sur l'avenir et sortir de ces stratagèmes à visée électorale de court terme. S'agissant de la prise en charge des besoins générés par cette crise, les travaux ont été engagés collectivement depuis le début de la crise par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec l'État, les collectivités et les partenaires sociaux. Les actions et les mesures d'urgence ont d'ores et déjà été prises pour répondre dans la mesure du possible aux besoins d'approvisionnement alimentaire, sanitaire, en carburant, jusqu'à l'extrême nord et dans les îles. Mais cela est largement insuffisant,
car les conditions d'accès restent difficiles en matière de soins et il nous faut préparer les conditions de rentrée scolaire appropriées. Je renouvelle encore ma demande que les barrages et les obstacles soient levés. Cela facilitera la reprise de l'activité et de la vie dans notre pays. Par ailleurs, une première évaluation de l'impact de la crise permet aujourd'hui de cerner le niveau et les types de besoins. Comme vous l'avez entendu, les discussions sont menées avec la mission diligentée par l'État ainsi que le ministère de l'Économie sur le soutien pour le financement de notre reconstruction. Nous avons pris acte de l'annonce faite par l'État dans son communiqué en date du 5 juin, qui indique qu'il ne participera qu'au financement de la moitié seulement des besoins. Cela, bien sûr, est largement insuffisant compte tenu de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais assurer les entreprises, les salariés de notre total dévouement et de notre détermination à trouver à leur côté les solutions pour sortir de cette crise, relancer l'économie et envisager sereinement l'avenir. Je remercie tous les efforts qui ont été fournis par les responsables pour rouvrir les activités et notamment fournir l'ASLN et permettre à Prony Ressources d'envisager de rétablir progressivement son fonctionnement. J'ai écrit au président de la République hier pour demander que le soutien de l'État garantisse le financement des besoins pour les 3 mois à venir, en attendant qu'on définisse avec plus de précision le plan de reconstruction. Ces besoins sont relatifs au chômage partiel de plus de 7000 personnes, en plus de ceux qui étaient déjà sur les carreaux liés à la mine, et à la perte de ressources fiscales et sociales du fait des mesures de soutien que nous avons décidé de prendre pour accompagner nos entreprises. Nous étudions les différentes options dont dispose la Nouvelle-Calédonie. J'ai notamment réuni les diplomates des pays amis qui sont représentés en Nouvelle-Calédonie pour évoquer avec eux la situation. J'ai sollicité au point de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Vanuatu, du Japon, de l'Indonésie, de la CPS et de l'Union européenne que j'ai réunis hier, un soutien de la part à la reconstruction. Je remercie le territoire de Wallis et Futuna pour l'effort exceptionnel de 20 millions de francs CFP qu'il a octroyé en solidarité avec la Nouvelle-Calédonie. Cette crise a touché la Nouvelle-Calédonie dans sa chair et son âme. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est pleinement mobilisé pour aider à rétablir la paix, à se ressaisir et à se dépasser pour panser ses plaies et continuer à construire notre communauté de destin. Je demande aux responsables coutumiers et religieux à nouveau, ainsi qu'à tous ceux qui le peuvent, d'influer positivement sur ces événements pour rétablir le calme. Au nom du gouvernement, je salue l'engagement de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie pour agir solidairement dans la gestion de la crise et de soutien de l'État. Je demande aussi aux responsables politiques de tirer les enseignements de cette crise pour amener la Nouvelle-Calédonie par le dialogue et la discussion à écrire une nouvelle page de son histoire pleine d'espérance pour ses enfants. Avec l'État, ils doivent assumer l'obligation de traiter les gènes du nœud historique que constitue le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie et les autres, entre la France et le peuple kanak, et ensemble entre la France, le peuple kanak et les autres communautés. Il faut reconstruire un lien nouveau qui sort la Nouvelle-Calédonie des oripeaux du système de colonisation qu'on perçoit encore dans la façon dont ces événements sont traités et vécus en Nouvelle-Calédonie ou dans l'Hexagone. Enfin, je me permets d'insister auprès du président de la République pour qu'il reconsidère complètement la suite à donner à cette loi. Le travail initié par la mission de médiation doit prospérer dans une confiance retrouvée pour qu'il puisse trouver tout son sens. Cela va aider la Nouvelle-Calédonie à, comme je l'ai dit, penser ses plaies et à se reconstruire tout en veillant à ce que l'esprit qui a présidé au maintien de la paix ces 30 dernières années retrouve sa juste place. Nous ferons ainsi collectivement honneur
à tous ceux qui ont perdu leur vie hier et aujourd'hui. Et nous ferons aussi collectivement honneur au pari de l'intelligence, si cher à Jean-Marie Tjibaou et à la poignée de main qu'il a eue avec Jacques Lafleur en 1988. Je vous remercie.